Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Les découvertes continuent, les récits se multiplient et l'histoire commence à se dessiner sous nos yeux et sous les paroles infatigables de nos convoqués dans nos locaux de Radio Ma'arif. Avec nous aujourd'hui Abdallah Fili. Salut Abdallah. Bonjour Sirada. Tu es venu rapidement. Très rapidement, mais toujours en retard. Rapidement et en retard. Tel est le paradoxe des historiens en retard. Voilà, c'est toujours le cas. Il faut la réflexion. Et comme on est en fin d'année, bien évidemment, les activités s'enchaînent et ne se terminent pas. Tel est votre dur destin entre les limbes du passé et les contingences de l'urgence du quotidien d'un père de famille casablancais. Absolument, c'est exactement ça, et nous essayons de ménager la chèvre et le chou. Alors je ne sais pas s'il y a des chèvres dans le sujet d'aujourd'hui, ni même de choux, mais par contre il y a une bataille, le 19 juillet 1195, c'est ça ? Exactement. Qui correspond au mois de Chaban. Exactement. Est-ce que tu as la date 591 de l'Hégire. Que s'est-il passé ce jour-là? La bataille d'Al-Arqos, opposant les forces almohades menées par Yaqub el-Mansour. Ibn Youssef Yaqub, c'est son nom. Abou Youssef Yaqub. Abou Youssef? Abou Youssef, parce que son fils s'appelle Youssef. Mais son père s'appelle Youssef aussi. Son père s'appelle Youssef, c'est le Youssef I, le fils de Abd el-Moumen. D'accord. Qui l'oppose aux forces d'Alphonse VIII. Alphonse VIII. Roi de Castille. De Castille. Exactement. Donc, avant d'arriver là, on va essayer de comprendre comment ces gens se sont énervés au point de se livrer cette bataille qui a marqué l'histoire. Comment veux-tu commencer ce récit? Alors, je commencerai par l'appeler par son nom arabe, Al-Arak. Qui correspond en fait à l'Arcos, qui est un village qui commence à naître en quelque sorte sur une colline de la région de la Ciudad Real actuellement. Donc la ville actuelle qui est près de ce champ de bataille s'appelle Ciudad Real. Ciudad Real. D'accord. Et c'est à côté de quoi, Ciudad Real? C'est à côté c'est au nord de l'Andalousie, oui. En gros entre Madrid et Cordoue. C'est le grand axe routier qui relie en fait Cordoue jusqu'à Tolède. D'accord. Fait. Et c'est pour ça que cette bataille est très importante parce que, en quelque sorte, c'est une défaite cuisante des chrétiens. Tu nous as spoilé la fin, là, on voulait faire un suspense jusqu'à... Oui, je commence par son apport psychologique qui va marquer en quelque sorte l'histoire de tout l'Occident musulman. Et pas que, parce qu'il a eu également des retentissements en Orient. Et en quelque sorte, il y a des historiens qui la considèrent comme l'apogée de l'Empire almohade. Mais je suis moins prêt à m'inscrire dans cette option, d'autant plus que, encore une fois, un événement belliqueux par rapport à une civilisation aussi importante que celle des Almohades, je me résigne pas à être opposé à ce genre d'interprétation. Deuxième élément qui me fait contester en quelque sorte cette... Excuse-moi, j'ai pas bien compris le premier élément, c'est-à-dire que tu considères que les Almohades sont une civilisation tellement importante que les réduire à cette bataille. Voilà, le rapprocher, en fait, c'est complètement injuste. D'accord. Par rapport à la culture, par rapport à l'histoire, etc. Extrêmement complexe, c'est vrai, mais extrêmement riche, qui est à mettre en valeur. Mais comme les batailles marquent de leur sauf forcément chaque dynastie, chaque civilisation et chaque moment de l'histoire, eh bien, les historiens retiennent plus soit la défaite, soit la victoire. Surtout, ça a une date, ça a une date bien précise, donc c'est facile de mettre des tournants de l'histoire dans ces dates précises, alors que si tu veux parler de civilisation ou de culture... c'est une histoire longue. Ouais, c'est une histoire longue, un peu floue sur plusieurs étapes. Exactement, exactement. Mais un autre élément qui est très important, c'est que, encore une fois, on place
place l'apogée des Almohades qui sont issus de l'anti-Atlas d'Église, on l'a déjà dit. On place leur apogée dans les cercles andalous, etc. Et c'est pas anodin justement que les historiens qui sont pour l'essentiel des Andalous, eh bien, ils placent l'apogée de ces berbères, en quelque sorte, de cet empire berbère dans les sphères andalouses. Allez, on va déjà régler un petit problème de conflit d'intérêts. Tu serais pas un petit peu almohad ça dans tes origines? Je travaille beaucoup sur les almohades et non, toi-même. Moi, à vrai dire, mes origines, non. Parce que, pour te rassurer, je suis arabe d'origine. Je suis marquélien d'origine. Mais il y avait des arabes à la bataille. Effectivement. Mais c'est les premiers contingents arabes qui sont arrivés au Maroc dans les plaines atlantiques, justement, que ce soit vers le Gharb actuel, que ce soit vers les Doukala, qui sont arrivés avec Yaqub al-Mansour, le victorieux de cette bataille. Reprenons le casting. Alors déjà par rapport à l'histoire de cette bataille, pour moi quand tu dis réduire les Almohades à la victoire de Arak, c'est injuste, mais en même temps, moi qui me suis intéressé à ce sujet, tu as 2 points. Le premier point, c'est qu'effectivement il y a une sorte de logique un peu européano-centrée qui fait qu'on va raconter les dynasties marocaines, en particulier la dynastie maghrébine, en particulier de l'emprise mandalou européen, vu de là-bas. Et en même temps, il y a une deuxième raison qu'il faut quand même qui ne peut pas te décharger tout sur cette mentalité, c'est que ces batailles-là ont été beaucoup documentées parce que en face il y avait des royaumes chrétiens et donc on a 2 fois plus de sources, même beaucoup plus que 2 fois plus de sources, et que si jamais tu t'intéresses à la prise de Fès par Youssef ibn Sechfin, tu vas trouver beaucoup moins d'informations que les batailles andalouses de Youssef ibn Sechfin. Et ça, c'est pas uniquement une mentalité des historiens qui vont mettre le focus sur l'Andalousie, c'est également un problème de source. Est-ce que j'ai raison dans ce que je dis? Exactement, tout à fait. On a une somme d'informations indiscutablement beaucoup plus importante. Mais encore, on a des enluminures chrétiennes qui reprennent, que ce soit effectivement, comme tu parles de Youssef ibn Sechfin, de la bataille de Zalaqa par exemple, de l'arsenal militaire, justement, les contingents militaires andalous et chrétiens, dessinés dans des enluminures justement de cette époque, ou pas très loin de cette époque. Et pour revenir à l'Arcos, on a aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, des reconstitutions qui sont faites par des Espagnols, puisque même si l'Espagne n'existait pas au moment de la bataille, c'est aujourd'hui un territoire espagnol. On a des albums, musique, qui parlent de cette bataille. Donc ce sont des produits culturels, j'ai envie de dire, des produits de vulgarisation, des produits de mémoire. De mobilisation à l'époque. Mais qui ne sont pas de notre fête, qui sont le fait des Espagnols qui ont en l'occurrence perdu cette bataille. Donc c'est un peu injuste aussi de venir les accuser, de venir dire on ne doit pas tout juger les Almohades vis-à-vis de l'Andalousie, quand ça te tend les bras de le faire à cause du déséquilibre de sources entre les 2 côtés de la Méditerranée, en fait. Ça, c'est un fait, mais n'empêche que il faut marquer le point méthodologique qui est du sort des historiens, même c'est effectivement. C'est pour ça que tu as un micro sous le nez. Même si c'est nécessaire justement de relever ce manque criant de la documentation, encore faut-il que ce que nous avons comme masse d'informations issues des sources soit exploité correctement. Ouais. Il y a du boulot encore. Et il y a encore pas mal de boulot. Et les historiens sont peu enclins à faire ce travail de dépouillement systématique qui est absolument important pour diviser, que tu as signalé comme justement la démocratisation et l'accessibilité, la vulgarisation de ce savoir historique. Alors revenons au casting. Donc on a d'un côté M. Alphonse VIII. Alors il n'y a pas d'Espagne, il est roi de Castille. Exactement. Tranquille. Exactement. Voilà. D'autre côté, on a M. Yaqub al-Mansour. Petit, pas encore. à la fin de la journée. On est au matin du 19 juillet 1195. Voilà. Yaqub, donc on va juste le situer, c'est le petit-fils de Abdelmoumen. Exactement. Abdelmoumen, le grand-père, enfin le grand conquérant Almohad, son fils, M. Youssef. Le premier calife. Voilà, Youssef, c'est le deuxième successeur, et Yaqub, c'est le troisième. Le troisième, voilà. exactement. Et on a fait beaucoup de chemin entre l'explosion un peu idéologique des Almohades de Tinmel avec Ibn Soumart, avec la géographie de l'Baïdar, avec un côté très très fort idéologique, très
presque sectaire. Oui. Voilà, oui. Entre ça et 2 générations plus tard, Yaqub, enfin, l'eau a coulé sous les ponts. Exactement. Si je peux me permettre. Exactement. Les choses on est moins dans l'idéologie et on est plus dans la politique, on est plus dans l'empire. Exactement. Voilà. Avec entre Abdelmoumen et Yaqub, un roi qui s'appelle Youssef, qui lui était clairement orienté art, science, etc., et qui correspond C'est le plus savant des califes almohades. Oui, voilà. Donc, je repose la question, pourquoi Yaqub et Alphonse se sont-ils battus? Juste un lien, un parallèle entre Alphonse VIII et Yaqub al-Mansour, ils ont à peu près le même âge, à quelques années près. Alphonse VIII a perdu ses parents très tôt, donc il était sous régence jusqu'à une dizaine d'années à peu près. Il a accédé au pouvoir à l'âge de 3 ans, mais il était sous la régence de ses parents, en quelque sorte, de sa famille, jusqu'à pratiquement son accession au pouvoir. Et Alphonse, il est marié avec Aliénor. Et il est marié avec Aliénor, une Française, justement, de Normandie. Aliénor, qui est, pour terminer ce brillant tableau, est la cousine, si je ne me trompe pas, de Richard Cœur de Lion. Oui, exactement. Qui a participé aux croisades. Et qui a participé aux croisades. Donc tout ça se passe dans une ambiance de croisade. Et extrêmement... Dans une ferveur... on va dire de reconquête, qui est énorme. Et que pour échapper justement au conflit entre les différents royaumes, les 5 royaumes constituant le nord de l'Espagne, justement, qui constituaient, on va dire, les chrétiens d'Espagne, eh bien, il fallait avoir un ennemi extérieur, un ennemi étranger, pour catalyser justement ces différents conflits intestinaux qui ont toujours existé, en fait, depuis toujours. Parce qu'il y a des problèmes de succession, parce qu'il y a des problèmes de frontières qui n'ont pas été résolus depuis des siècles. Et donc, il y a ce conflit. Deuxième élément, c'est que la bataille d'Alarcos s'inscrit dans une expansion almohade. Il ne faut pas oublier que Alarcos est pratiquement à un mi-chemin entre la naissance du mouvement, comme je dis à Iguiliz et puis après Tinmel, et la fin définitive et la disparition définitive de l'Empire à la fin du XIIIe siècle, 1269. Donc on est à peu près à mi-chemin. Donc il est considéré comme étant central, on va dire, de l'existence de cet empire et puis de sa présence sur les terres andalouses. Al-Mansour a établi une véritable politique andalouse où il a récupéré un certain nombre, peu d'années avant Alarcos, récupéré un certain nombre de villes reconquises par les chrétiens, et notamment Silvège, par exemple, au Portugal. Juste pour bien comprendre la dynamique, est-ce que les chrétiens sont en train de regagner du terrain ou c'est les Almohades qui sont en train de gagner Alors les deux, voilà. on est véritablement c'est compliqué, voilà. C'est extrêmement Perd compliqué. Une ville, gagne une autre. Exactement. Mais c'est permanent, quoi. C'est absolument permanent. Et Al-Mansour était très intelligent parce qu'il s'est mis d'accord pour faire des trêves avec Léon notamment et avec Navarre. Et il a attaqué immédiatement après les Portugais, le royaume du Portugal. Et c'est à ce moment-là qu'il a conquis Silvège, par exemple, les Bija et tout ça. D'accord, donc en fait, il se met d'accord avec les royaumes qui sont loin, c'est ça, avec lesquels il n'y a pas de frontière, exactement, pour attaquer ceux avec lesquels il y a une frontière. Exactement. C'est extrêmement fin, mais en même temps, le Mansour avait des chats fouettés au niveau du Maghreb également, oui. Avec notamment la présence des Banu Rania, les derniers Almoravides en Ifriqiya, et donc aidés par les tribus arabes et également les Turcs, les Arzaz. D'accord. Et donc, c'est pour ça que après, il les a défaits justement, Yaqub al-Mansour, avant de revenir au Maroc, et surtout il préparait en fait une conquête définitive des Ifriqiya, et il se trouve qu'il a senti justement les attaques d'Alphonse VIII sur les villes islamiques, les villes andalouses, et c'est à ce moment-là qu'il a changé complètement son armée vers le détroit, vers le nord, et non plus vers l'Ifriqiya. C'était le grand problème des Almohades, si j'ai bien compris, c'est de maintenir à la fois le front africain, c'est-à-dire le continent africain au niveau de la Tunisie actuelle, oui, et l'Andalousie. C'est-à-dire si tu es là, tu n'es pas ailleurs. Exactement. Voilà. Et ça quand tu vas ailleurs, très cher. Ça se retourne contre toi. Voilà, tu n'as pas les ressources pour avoir, quand on voit la taille de l'Empire. Oui. Si je ne me trompe pas, je crois que professeur Hamid Teleki a dit que le Maroc actuel, c'est 12% de l'Empire almohade. Exactement. Voilà, donc ça vous donne une idée de la taille de l'affaire, de l'affaire à gérer, avec les moyens de communication de l'époque. Donc, Yaqub se retrouve à combattre les derniers Almoravides en actuelle Tunisie. Oui. Et il les domine. Et là, il retourne en Andalousie pour affronter Alphonse.
Exactement. Ces derniers Almoravides sont en fait aussi dans les îles Baléares, notamment Minorque, Majorque, etc. Et c'est son fils qui va les défaire définitivement vers... Ibiza était almoravide. Exactement, Ibiza était almoravide. Et donc c'est son fils Nasser qui va les défaire définitivement en 1203, 1204. I5. Il y a aussi des Normands, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, il y a aussi des Normands qui sont du côté de Ifriqiya, donc la Exactement. Tunisie. Ça fait beaucoup de monde. Toutes les villes italiennes, notamment Gênes et Pise, aident les Banu Rania parce qu'ils avaient des traités de commerce avec eux et donc ils leur permettaient d'accéder à tout le littoral ifriqien. C'est-à-dire quand même, quand on regarde la géopolitique de l'époque, tu as des petits États, des États, la Castille, je parle géographiquement, Gênes, les Banu Rania, les Normands du sud de l'Italie, plus des tribus nomades comme les tribus arabes qui arrivent de l'Est et qui sont également en train de... Et tu as un gros empire central, qui est l'empire almohade. Qui est difficile par contre à gérer et à être... partout parce que les ennemis sont nombreux. Il faut défendre toutes les frontières en même temps. Exactement. Et surtout que là, l'apport idéologique, même s'il n'est plus question de l'idéologie, l'almohadisme, on va dire, au moins originel et extrêmement dur et très hégémonique en fait, et qui lutte contre toute forme de religiosité autre que l'almohadisme, eh bien ça a exacerbé justement les ennemis contre les almohades, y compris les musulmans comme les Banu Rania. Oui, enfin, on peut voir les choses différemment, puisque les Banu Rania étant almoravides, c'est quand même eux qui ont été les premiers attaqués par les Almohades, du temps où ils étaient au pouvoir. Exact. Donc, en fait, je sais même pas s'il faut parler d'idéologie avant de parler de rivalité. Très sincèrement, c'est une bonne question. Je suis pas sûr. Mais, encore une fois, toute bataille a besoin de mobilisateurs. Et c'est l'idéologie qui est bien. On passe en tout cas sous silence délibérément, certainement, les trivialités, on va dire, du quotidien. Dont la rivalité historique entre les nomades et les sédentaires, donc entre les Almohades et les Almoravides. Enfin, des rivalités de ressources, tout simplement, de conquête de ressources. On est là-dedans. Toujours dans ce parallélisme, je voudrais juste signaler que, par exemple, autant Al-Mansour, qui est un savant, etc., qui est versé dans la science et tout ça, qui est entouré d'Ibn Rushd, d'Ibn Nafis, etc., autant Alphonse VIII, c'est lui qui a créé la première université en Espagne. Alors ça, ce qui est amusant dans cette histoire-là, c'est qu'ils se ressemblent en fait. Exactement. Ils sont un peu sous l'emprise de leurs religieux respectifs, mais ils ont un vrai penchant pour les sciences et la modernité tous les deux. Exactement. Le Stadium Generale, c'est l'œuvre d'Alphonse VIII. Alors c'est quoi le Stadium Generale? Alors c'est la première université... c'est un stade. Non. Non, je sais bien. Non, pardon, c'est pas stadium, c'est studium. Ah, studium Generale. C'est la première université justement en Espagne et fondée par Alphonse VIII. Alors Alphonse VIII, il a quand même la pression du pape. Oui, exactement. Et la pression de sa femme. Il lui dit, regarde mon cousin ce qu'il a fait à Salah ad-Din. Il est en permanence, il le soumet en permanence à la comparaison avec... Oui, parce que Richard Cœur de Lion, c'est ça, le cousin d'Eliane. Il a un grand impact, même si on n'est pas vraiment sûr qu'il ait vaincu les troupes fatimides. Oui, fatimides, oui. Dans tous les cas, si je me trompe pas, il y avait aussi un accord entre Alphonse et Jacob, un accord de 10 ans de non-agression. Exactement. Voilà, donc ces gens-là se parlaient, on n'est pas... Exactement. Voilà. Non, loin s'en faut, parce que il faut dire que Al-Mansour est un interlocuteur privilégié des chrétiens. Il était en relation avec le royaume de Lyon, qui est soumis à la pression des autres royaumes chrétiens. Et surtout, il y a des familles justement de Castille qui se sont réfugiées en fait chez Al-Mansour, chez les Almohades. Et notamment une famille qui s'appelle Castro, qui a perdu en quelque sorte la bataille contre une famille qui s'appelle la famille Lara, qui a récupéré sous sa coupe le pouvoir dans le royaume de Castille. Contre Alphonse VIII et tout cela. Les Castro, quand ils se réfugient chez les Almohades, et ils restent chrétiens ou comment? Ils restent chrétiens. Ils ont joué un rôle très très important dans les conséquences de la bataille d'Alarcos. C'est en quelque sorte grâce à eux, à cette famille, que Al-Mansour a décidé de libérer des milliers de chrétiens, justement, récupérés, prisonniers. Après la bataille. On va arriver à ça, mais là pour le moment on reste sur les enjeux de la bataille. Donc on a un front en fait, et on a une trêve de 10 ans qui se termine.
Oui. Voilà, entre Alphonse et Yaqub. Exact. Voilà. Est-ce qu'on va reprendre la trêve? Est-ce qu'on va se taper dessus pour récupérer les villes à l'ennemi étant... Donc on est dans une logique de croisade occidentale. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on va céder à la pression des religieux ou est-ce qu'on va faire de la politique? C'est tout ça ce qui va se passer à ce moment-là en Andalousie, c'est bien ça? Exactement. Et surtout qu'il y a le pape d'un côté, mais il y a également l'archevêque de Tolède, qui est vraiment un gars depuis l'époque almoravide. C'est une succession en fait de moines de Cluny qui ont une expansion énorme, qui ont d'origine de France, de Bourgogne en quelque sorte, et qui ont installé leur pouvoir sur l'Andalousie depuis l'époque almoravide. Et c'est pour ça qu'on trouve énormément de monnaies de part et d'autre, monnaies notamment almoravides, de côté de la France, de Cluny notamment. Il y a un trésor qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, et tout ça. Donc c'est véritablement une pression religieuse importante que Alphonse VIII doit donc assumer. Alors, il y a une pression religieuse, effectivement. Il y a sa femme qui est très religieuse et qui, à chaque ville reprise, transforme les églises en mosquées. Exact. Voilà, et qui va donc le presser d'attaquer. Et il y a un élément aussi déclencheur de l'attaque, l'offensive, de la non-reconduction de la trêve, c'est que Yaqub est malade. Yaqub est malade et toute sa vie, je crois qu'il a été un petit peu faible. Exactement. On ne sait pas très bien ce qu'il avait. Exactement. Il est resté longtemps d'ailleurs, après la première conquête d'Ifriqiya, il est resté à Fès pendant 10 mois en train de récupérer, etc. Et c'est là où il a reçu une lettre d'ailleurs d'Alphonse VIII, d'après les sources marocaines, et notamment Ibn Abi Zar', avec tout le doute que ça suppose, justement, en lui disant « Ah, je crois savoir que vous êtes un peu malade, etc. Vous avez perdu de votre belle, etc. Et que pas de problème, moi je viendrai bien chez vous et à ce moment-là, on se livre bataille sur vos terres et tout ça. » Non, mais c'est ce genre de provocation qui ressemble beaucoup à celle d'Alphonse VI avec Youssef Mtachfine, quand il lui a dit « Tu as des problèmes pour traverser, nagez l'Indek. » Exactement. Ah, et donc, ça fait partie de la provocation un peu ce que arrivera, tu le sauras. Voilà, ce qui sera. Ça, voilà. C'est Youssef. Ça, c'est un podcast à part. Ça, ce qui sera, tu le verras. Exactement. Voilà. Donc, il est censé être malade. Et ce qui fait que Alphonse a une alliance avec le royaume de Léon, mais il va pas attendre des renforts de Léon. C'est bien ça. Il va attaquer tout seul. Il va attaquer tout seul. Pour avoir la gloire tout seul. Parce qu'il est sûr de gagner. Il était absolument certain parce qu'ils sont bien informés et c'est ça qui est surprenant. Même dans les textes marocains, eh bien, on ressent justement la capacité de l'information qui arrive aux chrétiens de l'époque. Et c'est pour ça que tout se sait en quelque sorte à l'époque. D'accord. Et donc... des espions. Exactement. Ça doit être des commerçants, ça doit être tout un tas de moyens. Des James Bond. Par exemple, etc. de l'époque. Donc, donc on est sans flingue. Non, voilà, non, mais ça, on va parler des armes, là, ça va être terrible. Donc voilà, on se retrouve ce petit matin de 19 juillet 1195. Alors Alarcos, c'est une plaine, exact, avec une petite citadelle. Une petite citadelle du côté chrétien en fait. Exactement. Voilà. Alors, qu'Alphonse VIII a commencé à construire. Mais il a attaqué avant de finir sa forteresse. Une forteresse relativement, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, relativement bien construite. Il commençait à construire en pierre de taille. Et puis, salam alaikum, il n'y a plus rien, parce que c'est le moment de la bataille. Il l'a entouré d'un fossé. Guadiana, le fleuve qui est juste à côté, il y a des photos. C'est en hauteur, il y a encore des fouilles là-bas. Mais oui, depuis 2005 ou 2000. Il trouve les armes, il trouve absolument tout de la bataille d'Alarcos. L'archéologue espagnol qui a fouillé a découvert véritablement la plus grande collection d'armes dans tout l'Occident. Alors on va parler des armes, mais avant ça, on va parler de l'organisation un peu des deux armées. Alors d'un côté, du côté chrétien, on a des chevaux évidemment, et on a les charges qui vont être menées par quelqu'un qui s'appelle Don Diego. Oui. Voilà. Oui. Et une charge qui va être également menée par Alfonso en personne. Exact. Alors du côté almohade, maghrébin, musulman, appelons-le marocain, appelons-le comme on veut, on a un empire, donc on a des bataillons différents. On a une ligne de Zneta. C'est ça. La première. On a les lignes latérales qui sont faites par les tribus hilaliennes sur la gauche et les tribus andalouses sur le côté. Et on a derrière les Hentata. Et on a pour terminer
la Nkhba, ce qu'on appelle Nkhba, c'est-à-dire l'escadron d'élite. Qui est avec le calife. Qui est avec le calife et qui ne rentre pas dans la bataille. Qui est complètement en retrait. Qui attend de charger. Voilà, qui attend de charger. Et surtout, qui attend une technique extraordinaire que les Almoravides ont déjà utilisée auparavant dans Zalaqa. Il a détourné en fait au moment de la grande, on va dire de la confrontation. Et il a enveloppé en fait l'armée chrétienne en venant par derrière pour saccager justement la garnison d'Alphonse VIII. Alors la bataille dure combien de temps à peu près? Alors une longue journée, à peu près comme ça. Ils sont combien tous ces gens-là? Avec quand même une chasse. On va parler de la chasse. Voilà, la chasse à l'homme qui a été déclenchée et qui a duré beaucoup. Et qui a été aussi impressionnante que la bataille en elle-même. Mais ils sont combien? On arrive à savoir ça? Alors c'est très variable en fait. En tout cas plusieurs dizaines de milliers. Exactement. Les sources marocaines en fait exagèrent comme toujours les effectifs de cette grande bataille. Ibn Abi Zar' parle de 200 000 fantassins et 180 000 cavaliers chrétiens, complètement dissémés à l'exception de 5 000 qui ont pu, rejoindre Tolède et dont pratiquement les 5e ont été tués, soit par fatigue, soit blessés, soit perdus. Et donc, seuls 1000 cavaliers ont pu échapper véritablement au massacre. Ils sont immenses, hein. Ils sont peut-être exagérés, mais ils donnent une idée de l'échelle quand même. Exactement. En gros, les historiens, on va dire, se sont mis d'accord sur des effectifs beaucoup plus raisonnables, à hauteur de 60 à 80 000 du côté chrétien et 40 à 50 000 du côté almohade. Alors, ça pose la question de la stratégie, hein, puisque les Almohades sont moins nombreux que les chrétiens. Mais ce qui va se passer, alors, si tu permets que je résume ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est que tu as une première charge de Don Diego, deuxième charge d'Alfonso lui-même, qui va faire une sorte de all-in au poker. C'est-à-dire, il va pousser toutes ses forces, elle va s'écraser un peu dans la nasse, qui va se retrouver encerclée par les Zneta, les Andalous de l'autre côté, les Arabes, les tribus arabes. Et en fait, il va se retrouver un peu perdu au milieu de tout ça. Et ça va guerroyer toute la journée à l'arme blanche. Exactement. Et d'autant plus... C'est horrible. En fait, ce qui est dur chez les chrétiens, c'est que malheureusement, ils ont un armement extrêmement lourd. Quand on voit les enluminures de l'époque, qui datent de juste après la bataille, eh bien, on trouve que les chevaux sont protégés, que les cavaliers sont absolument protégés avec les côtes d'Omaï, etc., que les Arabes, en tout cas les Almohades, n'utilisent pas. Peu, disons. Très peu. Mais et d'ailleurs, c'est qu'ils connaissent, ils connaissent Ils connaissent parfaitement parce que on le sait, même dans leur... Certains les portent, mais c'est pas généralisé, c'est pas par choix. C'est ça. Parmi les butins de guerre faits par les Almohades, les premiers Almohades à Église, alors que nous sommes encore dans la période de la prédication, eh ben, on a découvert justement la côte d'Omaï à Église. Mais récupérez, s'il vous plaît, récupérez des Almoravides et notamment de la milice chrétienne qui était du côté des Almoravides. Ils ont donc privilégié la confrontation, mais vraiment frontale, très forte, très agressive, etc. Les Almohades ont eu une capacité de gestion, notamment par les archers, qui sont mobilisés, qui sont des Turcs à la base, Arzaz, justement, qu'ils ont notamment mobilisés dans cette bataille, et surtout des arbaletiers, c'est-à-dire des arbalètes qui sont très peu, on va dire, utilisées dans le monde, on va dire, almohade et même almoravide. Eh bien, ils étaient utilisés d'une façon extraordinaire, au point où, pendant les fouilles de la Calatrava, par exemple, le site d'Alarcos, eh bien, on a découvert, par exemple, les squelettes de chevaux, des ânes, des mules, pendant la bataille, on fait tuer dans la bataille par justement des tirs de flèches, de pointes de flèches, armes, etc. On se bat à l'épée. Exactement. On se bat à la lance. Oui. Bouclier, on se bat à coups d'arc et de hache. Javelot, hache. Des haches, oui. C'est terrible à imaginer. C'est quelque chose d'extraordinaire et les Almohades ont inventé quelque chose qui perce en fait la côte d'Omaï, comme je disais tout à l'heure, des lances, des petites javelines qui percent en fait les côtes d'Omaï. Et archéologiquement, on les a découvertes justement sur le site de la bataille elle-même.
Alors on continue avec la bataille, donc Alphonse va s'embourber un petit peu dans cette nasse. Je le répète, les troupes almohades, c'est un empire, donc on va répéter la constitution, les Znetsa en première ligne, les Andalous à droite, les Arabes à gauche, l'escadron de la mort derrière, et j'ai oublié qui bien sûr les Hentata au centre, sûr, ouais, avec bien évidemment Abu Yahya, Ibn Abi Hafs, qui a été tué en fait depuis le début de la bataille. D'accord. Qui était donc le chef suprême des armées almohades et qui portait donc l'étendard de l'empire du califat et donc qui a été tué donc à cette occasion. Et c'est à ce moment-là que Al-Mansur a dû intervenir. Pourquoi il a été tué? Tout simplement parce qu'Alphonse VIII, dans son attaque, il visait le centre, c'est-à-dire il visait le cœur de l'exército, on va dire, de l'armée almohade, en croyant que c'est le calife qui était. Oui, mais je crois même qu'il s'habillait. Il y avait des faux califes. Exactement. Voilà. Il s'habillait en habit de calife. Voilà, il y avait des leurres, exactement. Rappelons également que tous ces mouvements de troupes, c'est une grosse mêlée de toute une journée, mais il y a quand même des mouvements de troupes qui sont rythmés par les tambours. Oui, exactement. Voilà. Donc, il faut imaginer les gros tambours de 2 mètres. Oui, exactement. C'est quelque chose qui doit résonner sur toute la plaine, quoi. Et surtout les comment on s'appelle ça? Nfar qui pousse à tout poumon et qui fait peur justement et qui a fait peur et j'imagine que après justement la prise de la garnison centrale d'Alphonse VIII, eh bien avec tout ce bruit assourdissant, eh bien les chrétiens ont pris et à leur tête Alphonse VIII ont pris la fuite. Alors il y a eu 2 fuites, il y a une fuite de grand nombre de chevaliers vers la forteresse d'Alarcos. Et il y a la fuite de Alphonse VIII avec une autre équipe de chevaliers vers carrément Tolède. Exactement, voilà. Vers Tolède. Alors, si j'ai bien compris, c'est la débandade en fait. Complètement. Voilà, la débandade et la fuite vers la forteresse d'Alarcos. Ils vont pas réussir à se réfugier dans la forteresse d'Alarcos. Oui. Les troupes almohades vont s'emparer de toute la noblesse castillane. Exactement. Voilà. Ils vont avoir donc des otages. Exactement. Et de l'autre côté, Yacoub, qui va suivre le roi jusqu'à porte de Tolède pour préparer éventuellement un siège, va obtenir la reddition du roi avec les otages capturés à la forteresse d'Alarcos. Exact. Est-ce que c'est bien ça? Exact. D'accord. Exact. Et donc, une défaite en gros cuisante. Mais négociée. Mais négociée. Exactement. Ouais. Et surtout la présence de chrétiens, justement, et notamment des Castillans dans la cour almohade, a facilité, on va dire, la négociation. Alors, finalement, Alphonse se rend, c'est bien ça? Il se rend. Voilà, pour récupérer tout son pays, en fait. C'est toute son élite qui est en train d'être menacée. D'être menacée de mort. Et donc, c'est assez étrange, parce que si on prend un peu de recul, une vingtaine d'années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, il y a la défaite de Las Navas de Tolosa, qui va être une défaite almohade. Exactement. C'est plus Yacoub, c'est son fils Nasser. C'est son fils Nasser. Voilà, mais de l'autre côté, c'est toujours Alphonse. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, il a pris sa revanche. Et il a pris sa revanche et il a unifié. Je pense pas qu'il a attaqué tout seul Las Navas de Tolosa. Non, voilà. Non. Donc il a compris. Il a appris les leçons. Voilà. Exactement. Donc en fait, cette reddition. Et il est mort peu de temps après la victoire de Alphonse VIII de Las Navas de Tolosa. Alors les conditions de la reddition, si je ne me trompe pas, on parle de 10 ans de trêve. 10 ans de trêve. De reculer de quelques Exactement. Et Tolède est devenu, depuis l'époque almoravide, Tolède est devenu la limite, on va dire, la frontière entre les Almohades et les chrétiens. Ce qui n'a jamais été le cas depuis en fait. Donc ils sont mis d'accord sur des frontières. En fait. Exactement. Voilà. Et même Al-Mansur ne s'est pas arrêté en fait après la bataille, bien au contraire, il a continué à attaquer toute la région justement jusqu'à Madrid finalement. Jusqu'à Madrid et Majrid à l'époque. Et donc il a récupéré pratiquement toute cette partie jusqu'à le Tage. Le roi Alphonse VIII va être excommunié par le pape. Exactement. Qui lui reproche d'avoir signé au lieu d'avoir combattu jusqu'à la mort. Exactement. Ce qui est toujours plus facile à conseiller quand on est loin de la bataille. De champ de bataille. Exactement. Oui, exactement. Il va faire pénitence, il va se raser la tête. Enfin, il y a tout un cérémonial qui va être fait pour la rédemption d'Alphonse. Oui. De l'autre côté, du côté musulman, cette victoire va avoir un impact jusque chez les Fatimides. Oui, voilà. Les Ayyoubides, en fait, sous Salah ad-Din, en fait. Ça rappelle une bataille aussi importante,
mais cette fois-ci en Orient, c'est la bataille d'Ouhtin, où Salah ad-Din a récupéré Jérusalem et toute la Palestine. Salah ad-Din qui va rentrer en contact avec Yaqub, qui va lui demander du soutien. C'est ça. Voilà, pour ses croisades orientales. Exactement. Ce à quoi va répondre Yaqub, on a les mêmes en face, quoi. Exactement. Mais il va lui envoyer des bateaux. Mais il va lui envoyer des bateaux, il va justement, qui vont participer à des guerres navales jusqu'à la mer Rouge, pratiquement. Mais ça s'arrête là, en fait. Il y a des contacts, mais voilà, une aide. Mais il sait très bien, Al-Mansour, il sait très bien qu'il a beaucoup à faire chez lui. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur cette bataille ? Qu'est-ce qu'on a, à part justement l'apport de l'archéologie, encore une fois, qui a été vraiment exceptionnel pour véritablement mettre en valeur cette bataille avec les dégâts humains énormes qu'il a provoqués, parce que justement les fosses d'inhumation ont été creusées à même le champ de bataille, en fait, juste à côté de Calatrava, d'Alarcos, qui a été donc récupéré plus tard et reconstruite par Alphonse VIII. On considère que cette bataille est le dernier exploit almohade en Andalousie, on est d'accord ? Puisque Las Navas de Tolosa, je pense, c'est une bataille qui a lieu en 1212. 1212, donc voilà. Donc une vingtaine d'années plus tard. 17 ans plus tard, c'est elle qui va marquer le début du déclin de la présence musulmane en Andalousie, on est d'accord ? Exactement, voilà. Exactement. En fait, ça va être une inflexion faite de la dynamique, mais qui elle-même n'est pas la dernière bataille livrée par les Almohades pour défendre leur position. Non, bien sûr, il y a d'autres batailles, mais on garde un peu les... en moindre importance, oui. Juste un petit mot sur Yaqub al-Mansour. J'ai lu quelque part qu'il avait abdiqué. C'est-à-dire qu'il aurait abandonné son pouvoir de son vivant. C'est quand même rare, ça. Est-ce que c'est vrai, déjà ? Ça reste, très sincèrement, dans les textes, oui. On ressent un retrait, en fait, d'Al-Mansour, tout de suite après la bataille d'Alarcos, dans son palais de Marrakech. Après, il a fait confiance à son fils, Nasser, et on ne l'a plus revu. C'est bizarre, hein, c'est un personnage particulier, Yaqub al-Mansour. Hein, il est mort en 1199, mais à vrai dire, les textes disent qu'il a été inhumé comme ses prédécesseurs à Tilmal, mais très sincèrement, on ressent justement un retour vers soi-même, en fait, de ce calife exceptionnel. C'est lui, une retraite après avoir paré toutes les villes pratiquement, que ça soit Rabat. Il a lancé la fondation de Rabat en tant que... Il avait un projet ambitieux. Projet immobilier. Immobilier sur Rabat, mais il a été déçu par, en fait... le manque de monde, en fait, pour peupler cette capitale qui est absolument extraordinaire pour l'époque. Un projet gigantesque à l'image de sa mosquée Hassan, et il a construit la mosquée de la Giralda. Il a fait à la même époque la construction de la Kasbah de Marrakech avec sa mosquée. Il a construit Babagnaou, la fameuse porte de Marrakech. Le tourisme marocain lui doit beaucoup, ça c'est clair et net. Si on parle de ville impériale, eh bien c'est le Mansour, un personnage qui a entamé la désalmohadisation. La démythification. La démythification et la désalmohadisation, le tawhid tellement prôné avec acharnement. C'est-à-dire ramener le Mahdi ibn Soumart au statut d'humain et non pas de Messie impeccable et irréprochable. Oui. Et il a commencé ça, même si officiellement, en fait, la désalmohadisation va commencer un peu plus tard sous Al-Ma'moun notamment. On sent un petit peu chez les Almohades le combat entre l'idéologie et le pragmatisme. Ah, ça c'est sûr, et depuis le début, en fait, sous Abdelmoumen. Merci beaucoup, Abdallah. Merci. Reviens quand tu veux. Merci. Tu es chez toi ici. Merci à toi. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.